Chers étudiants, bonjour. Alors aujourd'hui, nous consacrons cette vidéo à la première partie du chapitre 1. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, donc le chapitre 1, c'est le chapitre qui parle des électrons, des protons et des neutrons, donc les constituants de l'atome. Pardon, je vais remonter au début du chapitre ici, sur la page. Donc, Dalton, en 1800, il a attribué à la matière ce caractère discontinu que l'on connaît maintenant. C'est-à-dire, cette attribution, elle est due à l'existence des particules indivisibles ou insécables dans la matière. Donc, ceci, c'est équivalent à dire que la matière, elle est formée par des atomes. Ensuite, en 1875, de 1875 à 1910, des expériences ont montré que les atomes eux-mêmes sont formés par des particules indépendantes. Alors ici, nous intéressons seulement aux électrons, aux protons et aux neutrons. Donc, le modèle adopté jusqu'à nos jours est le suivant. C'est-à-dire, vous avez donc l'atome, c'est électriquement neutre. Et il y a au milieu un volume ou une masse dans laquelle est concentrée la masse de l'atome. Et cette masse-là, on l'appellera tout à l'heure, vous verrez par la suite que cette masse-là s'appelle le noyau. Donc, on l'appellera noyau. Donc, ce noyau-là, il est chargé positivement. Donc, pour assurer la neutralité électrique de l'atome, donc pour compenser cette charge positive, donc il y aura des charges négatives portées par les électrons. Donc, nous commençons par les électrons. Donc, les électrons ont été découverts grâce aux expériences que Crookes avait auparavant effectuées sur les rayons cathodiques. Plus tard, Thomson va mettre en évidence, va étudier ces rayons cathodiques et il va dire que ce sont des rayons qui sont formés par des particules chargées négativement, qu'il appellera par la suite des électrons. Donc, donc je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste cette expérience de Crookes. Alors, donc il a pris un tube métallique, un tube en verre, dans lequel il va faire circuler un gaz. La pression du gaz sera réglée à l'aide de la pompe à vide. Aux extrémités du verre, il mettra deux plaques métalliques qui serviront d'électrodes et au bornes de laquelle il va placer une différence de potentiel. Alors, qu'est-ce qu'il observe? Alors, sous l'effet d'une différence lorsqu'on envoie une différence de on applique une différence de potentiel entre les bornes des deux électrodes, et lorsque l'intérieur du tube est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air, il va remarquer que l'intérieur du tube reste sombre et que seulement cette partie-là du verre qui est en face de la cathode sera fluorescent. Donc voilà l'expérience, en quoi ça a consisté et l'observation qu'il a faite. Donc maintenant, on va expliquer l'expérience. Alors, on va décrire l'expérience et on va expliquer les phénomènes observés. Donc ici, vous avez les expériences sont faites en 3 étapes.
La première étape, donc bien sûr ici, la tension qu'il a envoyée, elle est de l'ordre de 100 kilovolts. Et premièrement, il a fixé la pression entre 0,1 et 0,01 atmosphère. Alors, lorsque il a maintenu cette pression entre 0,1 et 0,01 atmosphère, c'est-à-dire qu'il y a assez de molécules de gaz dans le tube. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il envoie, il applique la différence de potentiel, il va remarquer que le tube va s'éclairer. Donc, il y aura de la lumière dans le tube. Alors, comment il a expliqué ce phénomène? Alors, il a dit, donc, lorsqu'il applique une différence de potentiel, il y a des rayonnements qui partent de la cathode, qui vont percuter les molécules du gaz qui sont dans le tube. Ils vont exciter ces molécules et donc les molécules vont s'ioniser. Et ça va donner de la lumière. C'est le phénomène d'éclairage. Donc cette collision va produire de la lumière. C'est le dispositif, il appellera ça dispositif d'éclairage. Lorsqu'il baisse la pression, donc avec des pressions inférieures à 0,01 atmosphère, il y aura moins de molécules de gaz et donc moins de collisions. Donc il y a un espace sombre qui va s'installer ici du côté de la cathode, mais le tube va rester éclairé. Alors lorsque il va diminuer davantage la pression, c'est-à-dire lorsqu'il va travailler sous vide, donc ça veut dire qu'il va vider ce tube de gaz. Il n'y aura plus de molécules de gaz. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsqu'il applique la différence de potentiel, alors les rayons qui partent de la cathode vont traverser le tube métallique le tube de verre en verre sont percutés d'atomes parce qu'on a dit il va travailler presque dans le vide. Donc, la vitesse du rayon de la cathode ici vers l'anode sera très grande. Donc, arrivons ici sur le verre, la partie du verre du côté de l'anode, les molécules de verre seront excitées et donc vont s'ioniser et vont donner de la lumière. C'est pour ça qu'on voit une fluorescence du côté de l'anode dans le verre dans le tube de Crookes. Donc c'est comme ça qu'il a, si vous voulez, c'est comme ça qu'il a. Ensuite, il va appeler ces rayons-là des rayons cathodiques parce qu'ils proviennent de la cathode et ils se dirigent vers l'anode. Donc ça, c'est une expérience qui a montré, si vous voulez, l'existence des rayons cathodiques. Alors plus tard, Perrin va étudier ces rayons cathodiques et il va montrer qu'ils ont deux caractéristiques intéressantes. La première caractéristique, c'est leur nature. Donc, il va montrer que la nature de ces rayons cathodiques, elle est corpusculaire, c'est-à-dire que ce sont des rayons qui sont formés ou qui contiennent des particules matérielles. La deuxième caractéristique, c'est la charge négative de ces particules. Donc les rayons cathodiques, ce sont des rayons qui sont formés ou constitués de particules élémentaires et ces particules-là sont chargées négativement. Ces particules-là seront appelées électrons par Stanley en 1891. Et ce sera un constituant universel de la matière. Dans les années 68, Mulliken va calculer la charge de l'électron et sa masse. Donc la masse de l'électron, elle est de 9,931 10-31 kg. Donc c'est une masse qui est très 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 faible. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va souvent la négliger dans les calculs qu'on va faire. L'électron, la charge de l'électron, elle est égale à moins 1,602 10-19 coulombs. La chose intéressante ici, c'est que le rapport de masse sur la charge, il est indépendant du gaz utilisé. Donc, quel que soit le gaz, ce rapport la masse de l'électron sur la charge de l'électron, il est le même.
Il va rester le même. Donc voilà la partie. Donc maintenant, on a vu donc les atomes sont formés par des électrons. Donc il y a des électrons dans les atomes. Maintenant, on va parler du noyau. Donc comment le noyau a été mis en évidence. Alors l'existence du noyau, elle a été rendue possible par l'expérience de Rutherford. Parce qu'il y avait une question qui venait toujours, c'est si l'atome possède des électrons chargés négativement et que l'atome est électriquement neutre, donc où se trouve la charge positive qui compense cette charge négative? Donc la réponse, elle a été donnée par Rutherford lorsqu'il a étudié l'interaction ou lorsqu'il a envoyé des particules alpha sur une feuille d'or. Alors, le dispositif expérimental est le suivant. Donc ici, vous avez la source radioactive. Ici, une fente pour laisser pénétrer le rayonnement. Et autour, ici, donc, ici, il a placé une plaque, une feuille d'or. Et autour du dispositif, il a mis un détecteur pour voir l'impact sur les atomes. Pardon, j'ai fait bouger. Alors, donc ici, vous voyez, alors quelles sont les observations qu'il a faites? Alors, la première constatation, c'est que la grande partie des rayons qui vont partir de la source vers la feuille d'or vont continuer leur chemin sans être déviés, c'est-à-dire ils continuent tout droit leur chemin. Donc l'impact ici n'a pas changé, donc c'est une ligne droite. Et très peu de rayonnements ou de particules seront déviés ici ou renvoyés ici sans passer par la feuille d'or. Alors, comment expliquer ce qui vient de se passer? Alors, qu'est-ce qu'il va en déduire? Il va dire que la matière, puisque la grande partie des rayonnements ou des particules alpha émises par la source a traversé la feuille d'or, ça veut dire que dans la matière, il y a le vide le vide est grand. Il y a beaucoup d'espace vide dans l'atome. Et puisque en plus, ça c'est la première remarque, donc c'est une conclusion, c'est pas une remarque. Donc il a dit, donc puisque les rayons ou les particules alpha sont passées sans être déviées, ça veut dire que dans la matière, il y a beaucoup d'espace vide, ou dans les atomes, il y a beaucoup d'espace vide. La deuxième chose, c'est que si des particules sont déviées, c'est parce que il y a un petit volume sphérique à l'intérieur de l'atome. Et ce volume-là, il est chargé positivement puisqu'il va repousser la particule d'hélium, parce que la particule d'hélium, comme vous voyez, elle est chargée positivement. Donc, je résume. Donc, une partie, donc la matière qui est ici, donc ça, ce sont des atomes d'or. Puisque les particules alpha vont traverser la feuille d'or sans être déviées, ça veut dire que dans l'atome, il y a beaucoup d'espace vide. Si des particules sont repoussées comme ça vers le côté, ça veut dire que de temps en temps, il va y avoir des petits volumes sphériques et ces volumes-là, ils sont chargés positivement parce que ils sont capables de repousser les particules alpha. Donc voilà, donc on est arrivé à la conclusion suivante. Donc on a l'atome formé par le noyau, donc il appellera ça le noyau. Donc c'est le noyau de faible dimension et chargé positivement et des électrons autour de ce noyau. Maintenant, on va s'intéresser à ce noyau-là, de quoi il est formé.
Donc, il y a une expérience qui a été effectuée par Goldstein. Alors, Goldstein va faire une expérience qui est comparable à l'expérience de Crookes. C'est-à-dire qu'il va par décharge électrique dans un gaz, donc il va remarquer que les électrons accélérés par une différence de potentiel, ces électrons vont ioniser les molécules du gaz et vont former un rayon d'ions positifs. Donc lorsque les ions, donc il va envoyer des électrons sur des molécules d'un gaz, les gaz seront ionisés et ils vont former un rayon d'ions positifs, qu'il appellera par la suite rayon anodique. Alors, l'étude de ces rayons anodiques montre que la masse des particules, alors donc comme tout à l'heure, comme pour les électrons, les rayons anodiques seront formés par des particules matérielles. Alors tout à l'heure, nous avons vu que c'était pour les électrons, dans les rayons cathodiques, on a dit que ce sont des particules chargées négativement. Ici, pour les rayons anodiques, les études vont montrer que, contrairement aux rayons cathodiques, les rayons anodiques sont formés par des charges positives, pardon. Et la chose la plus importante, c'est que la masse de ces particules dépend de la nature du gaz. C'est-à-dire qu'on va avoir la masse des particules que forme le rayon anodique ils vont dépendre de la nature du gaz utilisé. Alors, les masses les plus légères, donc la masse la plus faible qu'ils ont pu avoir, c'est celle qui correspond aux ions libérés lorsque le gaz est l'hydrogène. Donc, c'est H+. Donc, l'ion H+. Alors, en 1919, Rutherford va montrer que cet ion hydrogène H+, est présent dans tous les noyaux. Dans tous les noyaux, il y a cet hydrogène H+. Donc, il y aura H+ dans l'oxygène, dans l'azote, dans toutes les molécules, dans tous les atomes. Alors, comment il a pu arriver à cette conclusion? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des particules alpha sur un gaz d'azote. Alors, qu'est-ce qu'il observe? Il va observer une transmutation de l'azote en oxygène et libération de H+. Donc, on part d'azote et on arrive à l'oxygène, plus de l'ion H+. Donc, ça veut dire là que cet ion H+, était dans le noyau de l'azote. Donc, c'est ça la conclusion qu'il a faite. Et donc, il a dit ce noyau d'hydrogène est présent à l'intérieur d'un autre noyau. Donc, tous les noyaux vont posséder les ions H+. Donc, il va appeler cette particule, il va l'appeler proton. Donc, le proton n'est autre que l'atome d'hydrogène ayant perdu un électron. Alors, la masse du proton, elle est de 1,67 24 10-27 kg. Voilà la masse du proton. Si vous la comparez à celle de l'électron, elle sera de l'ordre de 1836 fois plus grande. Donc, c'est pour ça que souvent dans les calculs, on néglige toujours la masse de l'électron devant celle du proton. La charge du proton, elle est égale à la valeur, à celle de l'électron, mais en valeur absolue. Donc, c'est 1,6 10-19 coulombs. Donc, résumons. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris jusque-là? Donc, vous avez l'atome. L'atome est électriquement neutre. On a montré que ces atomes possèdent des électrons chargés négativement. Donc, la première question qui se pose, c'est où se situe la charge positive. Donc, ensuite, nous avons, grâce à l'expérience de Rutherford, on va voir que les atomes possèdent des noyaux.
C'est là où se concentre la grande partie de la masse de l'atome. Et donc, c'est un petit volume qui est chargé positivement. Le proton, donc la charge du noyau, elle est égale à celle de l'électron de façon à ce que la somme des deux soit nulle. Donc il y a pas de, donc l'atome est neutre. Dans le noyau, on va voir qu'il est composé de protons et de neutrons. Donc en réalité, il y a d'autres particules, mais ici on ne va pas s'intéresser à elles. Les particules auxquelles on va s'intéresser sont seulement les électrons, les protons et les neutrons. Donc ici, on arrive aux caractéristiques de l'atome. Donc l'atome, il est symbolisé ici par le symbole X. Alors ce X-là, c'est toujours le nom de l'atome en majuscule. C'est comme ça. C'est une appellation universelle, si vous voulez. Donc l'atome est électriquement neutre. Donc il y a autant de charges positives que de charges négatives. Donc la charge du noyau, elle est appelée numéro atomique. Donc, et A, c'est le nombre de masses. Donc, Z, c'est la charge du noyau au numéro atomique. Et A, c'est le nombre de masses. Donc, si vous avez un atome neutre, donc le nombre d'électrons serait égal à la charge Z du noyau. Et le numéro atomique, on a dit donc c'est là où se concentre la masse et c'est la charge de l'atome, la charge positive de l'atome. Normalement, donc on l'appelle nombre de protons, on l'appelle aussi nombre d'électrons, etc. Donc il y a beaucoup d'appellations. Le numéro atomique, donc ce numéro atomique Z, il est caractéristique de l'atome. Donc les atomes, chaque atome, il est caractérisé par sa valeur de Z. Et il n'y a pas des atomes qui ont la même valeur de Z. Donc chacun, il aura une valeur Z qui lui est propre. Alors, il y a une expérience qui va permettre le calcul. Donc, c'est une grandeur qu'on peut calculer, qu'on peut déterminer expérimentalement. Donc, voilà l'expérience qui permet le calcul du numéro Z. Donc, ça s'appelle l'expérience de Moseley. Alors, à quoi elle consiste? Donc, on va placer un filament comme ça métallique qu'on chauffe. Il y aura une tension comme ça entre le verre et là, il y a un verre dans lequel on va placer un gaz et la pression du gaz sera réglée par les pompes. Ici, on va placer une plaque cible. On va appeler ça une plaque cible. Alors, le dispositif, il est le suivant. Donc, lorsqu'on chauffe on va chauffer cette plaque. Donc, elle va libérer des électrons et ces électrons-là seront accélérés par la différence de potentiel qu'on va envoyer là. Ces électrons accélérés vont arriver sur la plaque qu'on appelle anticathode ou l'anode. Donc, lorsque les électrons vont arriver sur la plaque, ils seront ralentis et ils vont converger, si vous voulez, sous forme de rayons qu'on appellera les rayons X. Donc, il y a des électrons qui arrivent sur la plaque et sont réfléchis ou convergent sous forme de rayons X. Il y a une relation donc, entre la fréquence des rayons émis et la valeur de Z. Donc, d'après Moseley, il a établi une loi, donc racine de gamma égale à A fois Z moins B, avec gamma égale à C sur lambda. C, c'est la vitesse de la lumière et lambda, c'est la longueur d'onde. Donc, c'est la longueur d'onde. Donc, c'est la longueur d'onde du rayonnement qui est réfléchi. A et B seront les constantes dépendantes du type de ray. Donc, comme ça, on peut déterminer expérimentalement le numéro atomique Z. Alors, le nombre de masses. Alors, on a dit donc l'atome caractérisé
Donc ici, vous avez donc, on a dit tout à l'heure, l'atome caractérisé par Z et le nombre de masses. Donc Z, c'est le numéro atomique et A, c'est le nombre de masses. On va revenir sur ici, donc le nombre de masses. Donc le nombre de masses, c'est désigné par A. Et A, c'est quoi? Et A, c'est le nombre de protons ou la charge Z ou le numéro atomique plus le nombre de neutrons. Excusez-moi là, parce que là, on n'a pas parlé de neutrons. Je crois que j'ai passé cette partie-là sans vous la montrer. Le neutron, voilà. Ici, j'ai oublié de vous montrer cette page. Alors ici, on a découvert tout à l'heure, on parlait du proton. Alors, longtemps, on croyait que les atomes étaient formés seulement de protons et d'électrons. Et ce n'est qu'en 1932 que Chadwick a pu mettre en évidence l'existence des neutrons. Donc, c'est une expérience durant laquelle donc, il a bombardé des éléments légers comme le beryllium par des particules comme les particules alpha. C'est comme ça qu'il a découvert qu'il y avait un rayonnement constitué de particules sans charge, donc des particules qui n'étaient pas chargées et dont la masse était presque égale à la masse du proton. Donc, le neutron, sa masse, elle est proche de celle du proton et il est chargé, il n'a pas de charge, c'est-à-dire que les particules ne sont pas chargées. Donc, on revient à la page de tout à l'heure. Donc, ici, on a dit donc le nombre, donc l'atome est caractérisé par le nombre de masses qui est A et par le nombre Z qui est le numéro atomique. Et A, c'est égal au nombre de protons ou la charge ou le numéro atomique plus le nombre de neutrons. Donc ça, c'est les constituants du noyau. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, on définit un nucléide comme étant caractérisé par X, le symbole X est le nombre de protons ou numéro atomique et le nombre de masses A. On prend le carbone. Alors, le carbone, il sera symbolisé par un grand C avec Z égale à 6 et A égale à 12. Donc, le nombre de masses, c'est 12 et la charge ou le numéro atomique égale à 6. Dans la nature, on peut trouver des atomes qui ont le même nombre de Z, mais qui ont un A différent. Donc, ils vont porter le même nom, ils auront le même nom. Comme par exemple le magnésium. On a le magnésium toujours avec Z égale à 12. Je vous ai dit tout à l'heure parce que Z, c'est caractéristique de l'élément, mais avec un A qui est différent. Ici, A égale à 24, le magnésium 25, le magnésium 26. Alors, ces éléments-là qui ont la même valeur de Z, mais qui ont un A différent, on va les appeler des isotopes. Alors, on va trouver aussi l'hydrogène sous forme de hydrogène 1, hydrogène 2, hydrogène 3. Mais Z, il est toujours égal à 1. Pour les trois isotopes, il y a toujours Z, il a la même valeur de Z, c'est la masse qui va changer ou le nombre de masses qui va changer. Donc, lorsqu'on dit le nombre de masses, c'est-à-dire ici, vous avez A égale à Z plus N. Si le nombre de charges où le numéro atomique est constant, donc c'est le nombre de neutrons qui va changer. Donc, on peut définir les isotopes comme ça. Ce sont des éléments qui ont le même nombre le même numéro atomique, mais qui ont un nombre de neutrons différent. Alors ici, je vais vous donner un tableau dans lequel on peut vous déterminer les constituants de l'atome. Donc, c'est-à-dire le nombre de protons, le nombre d'électrons et le nombre de neutrons. Alors, on prend le sodium. Z égale à 11 et A égale à 23. Donc, ça, c'est le numéro atomique. Donc, c'est le nombre de protons. Z égale à 11. Le nombre de neutrons, ça va être 23 moins 11, ça va être 12. Et le nombre d'électrons, c'est toujours égal à Z lorsque l'atome n'est pas chargé. Donc ici, le sodium n'est pas chargé, donc
il y a autant de charges positives que de charges négatives. Donc, le nombre d'électrons égale à Z. La même chose pour l'oxygène ici. On a Z égale à 8, donc c'est le nombre de protons, ou c'est la charge, si vous voulez, ou c'est le nombre d'électrons aussi, lorsque la charge est nulle sur l'atome. Donc, nombre de masse A, donc Z égale, donc nombre de neutrons, ça va être 16 moins 8, ça va être 8. Donc, nombre de neutrons. Ici, le carbone. Alors, on a ici deux types de carbone. Il y a le carbone 12, qui a le nombre de masse A égale à 12, et le carbone qui a le nombre de masse A égale à 13. Pour les deux carbones, le nombre de protons est le même, c'est-à-dire 6. Le nombre d'électrons, pareil, c'est 6 parce que l'atome n'est pas chargé. Ici, il y aura une différence dans le nombre de neutrons. Le carbone 12, le nombre de neutrons, c'est N égale à 6, et pour le carbone 13, ça va être N égale à 7. Alors, dans la nature, on va trouver ces isotopes sous plusieurs pourcentages. Par exemple, il y aura toujours, par exemple, pour le carbone 12, 13, 14, donc il y aura toujours un élément qui est majoritaire, qui sera majoritaire, et les autres, ils auront un pourcentage un peu plus faible. Donc, dans la nature, il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent sous forme d'isotopes. Par exemple, le fer, le magnésium, le carbone, l'oxygène, beaucoup d'éléments, l'hydrogène. Donc, ces éléments-là possèdent des isotopes. Et la masse moyenne de l'atome, ça va être égal à la moyenne des masses des différents isotopes multipliés par leur pourcentage. Donc, ça, c'est une règle générale. Donc, si on a plusieurs isotopes, on peut calculer la masse moyenne de l'atome. Donc, je crois qu'on va donc cette partie-là d'aujourd'hui, on va l'arrêter ici. J'espère que vous allez pouvoir consulter ces vidéos et, et pouvoir comprendre plus ou moins la partie du cours qu'on a abordée. Je vous conseille de travailler au fur et à mesure que nous avançons parce que c'est important pour que vous puissiez avoir une nouvelle vidéo, sachant que vous avez déjà vu la précédente, parce que c'est une continuité qui vous sera utile. Donc, merci et à bientôt.